T'en as marre des prompts flous qui donnent des réponses moyennes. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment structurer tes requêtes pour vraiment exploiter la pleine puissance de ChatGPT en production. On va explorer ensemble 6 patterns de prompt engineering ultra efficaces testés avec LangChain et illustrés par des exemples concrets. Que tu veuilles générer du code, des résumés ou encore des recommandations ou in fine automatiser des tâches, tu repartiras ici avec une vraie boîte à outils de prompts directement applicables dans tes projets data ou IA. Installe-toi confortablement, on transforme ta façon de bosser avec les LLM. Allez, c'est parti, générique. Donc, comme je l'ai dit, dans cette vidéo, on va explorer ensemble 6 techniques, en fait, très importantes qui vont venir finalement booster les réponses de votre modèle LLM. Okay? Ce sont des techniques qui ne sont pas généralement enseignées. Ce sont des techniques très performantes de prompt engineering qui vont vraiment améliorer de façon drastique les réponses que vous obtenez de vos modèles de LLM. Donc ça, ce sont des techniques qu'on utilise dans les projets. En réalité, les projets en entreprise. Donc, je voulais très rapidement vous brosser ces techniques-là pour que vous puissiez donc vous aussi, dans le cadre de vos projets en entreprise, les implémenter afin justement d'obtenir les réponses que vous souhaitez. Donc, très rapidement ici, donc dans cette vidéo, ce qu'on va voir, on va utiliser donc les modèles d'OpenAI, de GPT justement, et également LangChain. Donc pour ça, je vais commencer donc à exécuter donc ce code-là qui va me permettre d'installer donc les différents outils dont j'ai parlé tout à l'heure, donc LangChain, qui va me permettre donc d'interagir avec le modèle OpenAI. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo où je montrais comment il fallait stocker les clés et justement comment également créer ces clés-là, ces clés qui vont nous permettre d'interagir avec les API des différents modèles de langage LLM. Ok? Donc ici, c'est la même chose. Je reprends ce notebook-là avec les clés en question. J'installe donc les packages nécessaires pour démarrer mon projet. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir finalement ici démarrer donc le contenu de cette vidéo. Donc toujours avec la même logique, je génère donc les clés ont été déjà générées dans la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vu sur comment il fallait travailler avec les modèles de langage dans le cadre professionnel. Ok, au lieu de passer via le chat comme tout le monde le fait d'habitude, eh bien nous on passera par les API. Donc dans cette vidéo, j'avais clairement montré la démarche de travail finalement quand on est en entreprise. Et donc ici, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on vient stocker également la clé que l'on avait générée donc dans la vidéo précédente, notamment sur l'interaction avec les API. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir donc très simplement ici stocker donc cette clé là comme variable d'environnement dans mon notebook, ok, en utilisant donc OS qui est la bibliothèque qui permet de faire ce genre de choses. Une fois que c'est fait, je vais exécuter donc les éléments, je vais importer donc les éléments qui vont me permettre de pouvoir faire donc tout ce dont on a parlé, de pouvoir travailler avec des prompts spécifiques pour obtenir des réponses pertinentes dans le cadre de l'interaction avec mon modèle LLM. Donc ce que je fais, donc j'importe les bons, donc, notamment Chat Prompt Template et Chat OpenAI. Et donc je lui donne vraiment le nom ici. C'est plutôt GPT-4o. Alors je peux laisser comme ça GPT-4o mini, température 0. Donc ça, j'ai choisi donc mon modèle, j'ai choisi la température, j'avais expliqué ce à quoi correspondaient les températures. C'était pour permettre à votre modèle de ne pas inventer des choses. Donc on va pouvoir gérer la température en fonction de la problématique auquel vous êtes confronté. Vous allez pouvoir spécifier les types de températures qui permettent à votre modèle justement de pouvoir créer des choses en plus. Donc une fois que ça c'est fait, je viens ici et on va pouvoir commencer donc notre premier pattern finalement de prompt dont on a l'habitude d'utiliser. Le premier, c'est ce qu'on appelle le persona pattern. Okay? Ici, en l'occurrence, comme son nom l'indique, comme vous pouvez le voir ici sur l'image également, eh bien, je demande en réalité à mon LLM de se comporter finalement, comme l'image le montre, comme un astronome. Okay? À partir de là, il va vraiment raisonner comme un astronome. Il va effectuer la tâche exactement comme s'il était un astronome.
Donc ici, je personnalise justement le rôle qu'il aura finalement dans l'interaction que j'aurai avec lui. Donc je lui donne un rôle, je lui assigne finalement un persona, donc d'où le nom de persona pattern, qui va lui permettre donc de se mettre dans la peau justement de ce persona-là pour pouvoir réagir exactement comme le persona aurait réagi s'il était confronté à la même problématique. Donc c'est ce qu'on appelle le persona pattern. C'est un format, donc comme vous le voyez ici, qui permet en fait de guider finalement le modèle IA à s'adapter justement à un rôle spécifique afin d'accomplir donc une tâche. C'est la définition. OK? Donc l'idée, c'est que justement, on va lui donner donc une tâche, OK? Et pour cette tâche-là, on va lui assigner une identité. Par exemple, un astronome, un professeur. Bref, vous lui assignez n'importe quel type d'identité et il va pouvoir adosser cette identité pour pouvoir répondre à la problématique auquel vous êtes confronté. Donc voilà, un exemple qu'on peut faire ici, c'est voilà, on peut lui demander de jouer le rôle, par exemple, d'un astronome et d'analyser le ciel nocturne d'après la description qu'on lui aura fournie et d'indiquer les constellations qui sont visibles. Okay? On peut lui demander également, par exemple, de jouer le rôle d'un ordinateur infecté par un logiciel malveillant et lui demander de réagir finalement aux commandes comme le ferait finalement une invite de commande Windows après un tel événement. Donc bref, on peut lui demander beaucoup de choses, par exemple de jouer le rôle d'un chef sushi et de partager avec nous justement les choix les plus judicieux de sushi qu'il aurait fait du coup en tant que chef sushi. Donc un exemple de ce qu'on peut lui demander, ici en l'occurrence, voilà mon prompt, je lui demande d'agir en tant que responsable marketing pour m'aider donc là à la tâche. Et la tâche ici consiste à aider une équipe marketing à créer une publicité percutante pour un nouveau produit smartphone basé donc sur la fiche technique que je vais lui fournir. Donc ici, il va agir en fait comme responsable marketing. C'est pour ça qu'on appelle ça persona pattern, parce que du coup, on lui assigne une identité. Ici, en l'occurrence, c'est responsable marketing. Et on lui demande de créer une publicité où il met en avant finalement les caractéristiques les plus importantes et mentionne brièvement comment finalement elles peuvent être utilisées donc avec un exemple. Je lui demande de captiver l'audience avec ces exemples-là et de se concentrer particulièrement sur la taille de l'écran, le matériel, la caméra et l'autonomie finalement de la batterie. Donc je lui donne la fiche technique ici avec le nom du produit, toutes les spécifications du produit et je lui demande simplement de pouvoir réaliser cette tâche-là. En utilisant la méthode invoke de ChatGPT, en lui fournissant donc le prompt en question, eh bien, on va pouvoir obtenir une réponse qui est adaptée finalement à la réponse auquel finalement on s'attendrait. OK? Donc voilà un peu comment le persona pattern fonctionne. On assigne une identité à notre LLM et on lui demande en fait de se mettre dans la peau de cette identité pour pouvoir résoudre des tâches spécifiques comme le ferait le persona auquel on l'a assigné. OK? Et donc vous voyez ici, il me génère donc finalement ce que je lui ai demandé ici, en l'occurrence de m'aider à créer une publicité. Ici, il crée la publicité. Découvrez le nouvel iPhone 15, l'innovation à portée de main. Lancement 22 septembre 2023 et donc toutes les informations avec les spécifications que je lui ai fournies dans mon prompt. Voilà comment très rapidement fonctionne le persona pattern qui est utilisé généralement. Je pense qu'il est très connu le persona pattern, donc je voulais démarrer donc cette vidéo par le persona pattern, qui est un outil que vous pouvez utiliser dans le cadre de vos projets pour booster finalement la réponse de vos modèles. Le deuxième, c'est le flip interaction pattern. Ici, en l'occurrence, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on va utiliser donc le flip interaction pattern pour que notre prompt puisse intégrer les éléments contextuels, les éléments de contexte. OK? En l'occurrence, ici, on va lui dire qu'on voudrait, par exemple, qu'il nous pose des questions pour accomplir la tâche T. OK? Je vais poser des questions éventuellement sur les sujets 1, 2, 3, jusqu'à ce que la condition C soit remplie ou qu'il ait suffisamment d'informations pour réaliser donc la tâche T. Et donc, on va poser ces questions une par une. OK? L'idée ici, c'est qu'on va commencer par la première question et au fur et à mesure, donc, on va les guider dans notre interaction pour qu'ils répondent à la question. OK? On ne va pas directement lui poser une longue question et
et lui demander de se débrouiller, mais ici, on va le guider à travers l'interaction qu'on va avoir avec lui, d'où le nom de Flip Interaction Pattern, pour lui permettre donc de pouvoir comprendre notre logique et pouvoir trouver la réponse pertinente. Donc ici, par exemple, une tâche qu'on peut lui demander de résoudre, c'est par exemple de créer un plan de projet data science. OK? Et donc pour cela, on va interagir avec lui de façon constante pour qu'il nous donne la réponse qu'on souhaite. Un exemple, donc comme je l'ai dit, un exemple ici, c'est je souhaiterais que vous me posez des questions pour élaborer un plan de projet détaillé pour un projet de data science. Posez-moi des questions jusqu'à ce que vous ayez suffisamment d'informations pour élaborer justement ce plan. Vous voyez bien comment on est en train d'interagir avec lui. On lui demande finalement de nous poser des questions pour élaborer justement le plan d'un projet parfait pour un projet data science. Donc, il va interagir avec nous. Il ne va pas simplement nous donner des réponses. Cette fois-ci, on est dans une interaction. Et cette interaction va lui permettre d'avoir suffisamment d'informations pour élaborer le plan qu'on souhaite justement qu'il élabore. Donc, l'exemple ici, donc, on va faire la même chose. Ici, on va choisir donc le chat prompt template. On va lui faire passer donc le message ici. Human, c'est l'input, donc l'entrée qu'on va lui fournir. Et ici, il va avoir donc en son sein toute l'historique donc de notre interaction pour pouvoir nous donner la réponse pertinente qu'on souhaite. OK? Donc ça, c'est l'historique qui va nous permettre de faire l'interaction. Ici, c'est l'input, donc l'entrée qu'on va lui fournir donc, en tant qu'être humain. OK? Et ça, c'est Runnable with Message History. Ça permet justement d'exécuter donc tout le processus en tenant compte donc de l'historique, de l'interaction qu'on a justement avec notre modèle LLM. Pour ça, on lui précise la chaîne LLM ici. La chaîne LLM, c'est simple, c'est le prompt ici, les instructions et le modèle. OK? Donc, on passe, ça veut dire tout simplement qu'on passe l'instruction ici qui est prompt, on le passe justement à notre modèle LLM et le pipe ici permet de faire ce lien-là. OK? C'est la chaîne LLM. Ici, c'est l'historique qui va nous permettre donc de pouvoir réaliser cette interaction. OK? Il va pouvoir savoir, OK, j'ai eu telle question à telle étape, donc telle question permet d'arriver à telle réponse. Et donc, vous allez comme ça, finalement, raisonner avec votre modèle LLM pour obtenir la réponse auquel vous vous attendez. Et donc, la même chose ici, donc on lui donne la session ici ID. Donc, la fonction lambda prend ici la session ID qui est history. History ici, rappelez-vous, c'est l'historique. Input message, c'est l'input, donc ici, cet input-là. Et enfin, history message, c'est le chat historique donc, de notre message. Donc ici, on a la conversation, on va cliquer là-dessus. Un exemple parfait, c'est que par exemple, je voudrais que tu me poses des questions afin de construire un plan de projet détaillé pour un projet. Donc ici, je vais nommer sciences des données, data science. Pour un projet data science, pose-moi des questions jusqu'à ce que tu aies suffisamment d'informations pour élaborer ce plan de projet. Tu peux poser des questions sur le problème, les ressources, les données et toute autre question pertinente. Pose-moi une question à la fois, commençons par la première question. Okay? Ça, c'est le prompt qu'on va lui fournir. Et donc, avec les éléments qu'on a configurés précédemment, il va pouvoir donc, nous renvoyer la réponse. Vous voyez, il nous dit d'accord, commençons par la première question. Quel est le problème spécifique que vous souhaitez résoudre avec ce projet de data science? Et là, on va lui répondre. Donc, Human Answer ici. Nous voulons construire un modèle prédictif pour détecter donc les transactions frauduleuses dans notre banque. Et là, ici, je vais exécuter ça. Vous voyez, j'interagis avec lui. Okay? Ici, on n'est plus dans un cadre où, comme on l'a vu précédemment, le persona pattern, où je lui assigne une identité, je lui demande simplement de répondre. Ici, je suis en interaction avec lui. Donc, plusieurs notions vont intervenir ici. La notion justement d'historique, qui va nous permettre de pouvoir avoir l'interaction. Et donc, tout ce qui va concerner finalement la configuration d'une chaîne de LLM qui va permettre finalement de pouvoir obtenir les réponses pertinentes. Donc, vous voyez ici, il dit merci pour cette précision. Deuxième question, quelles sont les données dont vous disposez actuellement pour entraîner ce modèle? Par exemple, avez-vous des historiques de transactions, des informations des clients, des étiquettes de fraude, etc. Donc, ici, c'est ce que on va faire. Donc, on va lui donner donc les informations.
c'est un bon point de départ. Donc, je lui dis ici que nous avons vraiment des données étiquetées pour nos données historiques, signalant les transactions comme normales ou frauduleuses. Vous voyez comment on peut utiliser donc finalement le Flipped Interaction Pattern pour pouvoir résoudre finalement des projets. Hein. Lorsque vous êtes en phase d'un projet IA, vous pouvez donc utiliser comme ça ce Flipped Interaction Pattern pour le résoudre tout simplement. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais lui dire, voilà, nous avons environ 500 000 transactions pour les 3 dernières années. Voici les principales caractéristiques de notre ensemble de données, ou par exemple datasets. Voilà, on a le montant de transaction, la méthode de paiement, le type de paiement, les heures de la transaction, l'identifiant du commerçant, le nombre total des transactions du mois dernier, le score de crédit. Bref, ça, ce sont toutes les colonnes qu'on a dans notre dataset avec les informations sur ce que contient justement ces datasets-là. Et on va exécuter ça, simplement, ici. Il dit merci pour ces détails. 4e question, quelles sont les ressources disponibles pour ce projet? Cela inclut les membres de l'équipe, les outils, les technologies que vous prévoyez d'utiliser, par exemple, le langage de programmation, les bibliothèques, les plateformes de cloud, etc. Et si je lui dis, voilà, nous voulons commencer avec un équilibre entre la précision et le rappel. Voilà. Il me dit merci pour cette précision sur vos objectifs. 5e question, avez-vous des contraintes spécifiques en termes de temps ou de budget pour ce projet? Par exemple, y a-t-il une date limite pour la mise en production du modèle ou des ressources financières limitées? Je lui dis, l'open source est notre priorité ainsi que l'écosystème Python. N'hésitez pas à suggérer des bibliothèques et des outils pertinents dans le plan. Donc, le Flip Interaction Pattern, comme vous voyez, nous permet finalement d'affiner les réponses de notre modèle LLM pour obtenir la réponse spécifique à la problématique auquel on est confronté. Donc, ici, voilà, merci pour ces précisions. 6e question, avez-vous des exigences spécifiques concernant l'évaluation du modèle, par exemple, les indicateurs de performance comme l'accuracy, les fin score, l'AUC score? Souhaitez-vous utiliser pour évaluer justement la performance de votre modèle? On répond, nous avons 1 mois pour construire notre proof of concept et 2 data scientists. Veuillez suggérer des jalons, des délais pertinents dans le plan si nécessaire. Le Flip Interaction Pattern est très intéressant dans ce sens qu'il nous permet progressivement d'atteindre la réponse qu'on souhaite. Ok? Il me dit, 7e question, avez-vous des considérations particulières concernant la mise en production? Par exemple, comment prévoyez-vous d'intégrer justement le modèle dans vos systèmes existants? Y a-t-il des exigences en matière de surveillance ou de mise à jour du modèle après déploiement? Donc ici, voilà, on lui dit développeur de l'équipe de base de données, John pour l'accès à la base de données et l'aide si nécessaire, responsable de l'équipe de transaction, Jim pour les présentations et les approbations après la construction de la proof of concept, responsable de l'équipe analytique Jacob pour les progrès intermédiaires, les discussions techniques, les démonstrations pendant la construction de la proof of concept. On va exécuter ça. Vous allez voir que finalement, il va exécuter ça en disant, voilà, merci pour ces précisions, les membres de l'équipe et leur rôle. 8e question, avez-vous des attentes spécifiques concernant la documentation et la présentation des résultats? Par exemple, souhaitez-vous un rapport écrit, une présentation PowerPoint, une démonstration directe des résultats du modèle? Moi, je lui dis tout ce qui précède comme vous l'avez suggéré. Voilà. Et là, vous voyez, merci pour cette précision. 9e question, avez-vous des préoccupations, des défis potentiels que vous anticipez dans ce projet, comme des problèmes de qualité de données, des biais dans les données ou des défis spécifiques liés à l'implémentation du modèle? En fait, du coup, là, je lui dis validation croisée du jeu de données. Pour l'instant, nous voulons simplement nous concentrer sur notre proof of concept. Et là, il dit merci pour cette clarification. Dernière question, souhaitez-vous inclure des étapes dans la communauté? Donc, voilà comment vous pouvez fignoler finalement l'interaction que vous avez avec votre modèle LLM pour obtenir des réponses de plus en plus précises, concernant la problématique auquel vous êtes confronté. Donc ça, c'est le 2e point, le Flip Interaction Pattern, qui est l'interaction permanente avec le modèle LLM, contrairement au Persona Pattern où on laisse le modèle finalement trouver la réponse en lui assignant une identité. Maintenant, on va avoir le N-shot pointing. Ici, en fait, il y en a plusieurs. Il y a le zero shot pointing. Ça, c'est simple. On lui demande tout simplement, finalement, on pose une question à notre modèle. On lui demande de répondre finalement en ne lui donnant aucune instruction. Ici, en l'occurrence, je fais quelle est la capitale de la France? Il va me renvoyer la capitale de la France et Paris.
Je lui ai pas donné finalement d'instruction particulière, juste poser une question et lui demander de me répondre. Ça, c'est la manière courante finalement que les gens utilisent ChatGPT notamment. Deuxième chose, on va lui donner la catégorie d'actualité, le sport, affaires, divertissement, technologie et articles. Ok. Et donc ici, donc ça, on lui donne les différentes catégories qu'on a d'actualité. Et on parle ici on lui fournit finalement les articles qu'on a, les Jeux olympiques reportés en raison de croissance imprévue, les athlètes du monde entier sont sous le choc. On lui demande de prédire la catégorie. Et là, il prédit la catégorie comme étant du sport. Ok. Ici, on lui fournit toutes les informations et on lui demande finalement de prédire la catégorie. Le one-shot prompting, en fait, voilà, c'est on lui donne un exemple en particulier. Voilà, ici. Ouais, ici, ce que j'avais fait, c'est que j'avais donné la capitale de la France et lui demander la réponse. Je lui ai pas fourni d'indication sur comment il fallait répondre. C'est tout le nom de zero shot prompting. Ici, en l'occurrence, je lui fournis vraiment l'indication en disant, voilà, quelle est la capitale de la France? Ah, c'est Paris. Et finalement, je lui pose la question maintenant, en se basant sur comment j'ai répondu à la question précédente, il va pouvoir répondre également à cette question. OK? Donc, c'est ça le one-shot prompting. C'est finalement comment, on lui donne des instructions sur la question et la réponse. On lui demande finalement, à l'arrivée d'une nouvelle question, de répondre exactement comme on avait répondu précédemment. Donc, on fait la même chose ici. Donc, cela peut permettre de faire de la classification, comme vous pouvez le voir ici, puisque ici, on a plusieurs catégories d'actualité. Et on va lui demander finalement, en fonction donc, de comment est classée l'une des catégories, de nous donner donc la catégorie prochaine en lui fournissant un article ici. Et vous voyez, il prédit bien que ça, c'est de la technologie. OK? Vous voyez que le prompt, les techniques de prompting sont puissantes parce que finalement, on peut utiliser tout simplement le prompting pour faire de la classification. Okay? Au lieu d'utiliser des modèles de machine learning, on passe finalement par des prompts pour répondre aux problématiques de classification de manière générale. Ici, on va faire le few shot prompting comme ça on l'indique. On va lui fournir plusieurs exemples de questions et de réponses. On va lui demander donc à l'arrivée d'une question de pouvoir répondre comme on le ferait, donc en respectant le template qui lui a été fourni précédemment. Donc ici, on lui fournit plusieurs entrées-sorties et on va venir lui demander donc plusieurs actualités possibles, sport, affaires, divertissement. Et à la fin, on lui demande finalement de prédire. Arsenal a finalement complété la signature de Rice lorsqu'ils ont annoncé l'arrivée du joueur samedi juste après avoir finalisé son transfert. Donc ça, il a déduit très rapidement que c'est du sport. OK? Alors, direction, stimulus pattern. Ce pattern introduit un nouveau composant appelé stimulus directionnel. Dans ce prompt-ci, le stimulus directionnel permet de fournir une orientation nuancée, spécifique à chaque instance, afin d'exercer justement un meilleur contrôle sur les modèles de langage pour générer finalement une réponse de meilleure qualité. Plus précisément, le stimulus directionnel agit comme les indices et pistes pour la requête d'entrée en guidant le modèle de langage vers la sortie que l'on souhaite. Donc ici, on va lui donner tout un article ici. Et on va lui demander de faire le résumé en 5 lignes, basé sur les indices suivants: histoire de l'IA générative, modalité des données, outils, applications, précautions. Donc ici, on a un article. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on lui donne les éléments de l'article sur lequel il doit se baser finalement pour pouvoir répondre à la question. C'est-à-dire qu'on lui donne des informations. Premièrement, on spécifie des informations. C'est les articles ici. Ensuite, on demande en fait à notre modèle de se baser sur certains éléments spécifiques de ces informations-là pour pouvoir nous donner la réponse. OK? Donc ici, en l'occurrence, c'est histoire de l'IA générative, les modèles de données, les outils, les applications de préoccupation. Il va uniquement se concentrer sur cette zone-là pour nous donner donc des réponses que l'on souhaite. Pareil, on fait toujours le chaîne LLM ici, en passant par pipe, où on a le prompt. Le prompt, c'est celui-là qui a été donc désigné. OK? Et ensuite, on fait passer tout ça dans une chaîne en utilisant la méthode invoke. On vient invoquer donc, utiliser l'article justement en question, qui est les informations sur lesquelles il doit se baser. On exécute ça. Et vous voyez, finalement, il s'est concentré sur l'IA générative. OK? On l'a vu ici. Il va se concentrer sur les modalités de données. Voilà. Les applications. Donc ici, on voit les applications variées. Voilà. Les outils.
Donc voilà, des outils comme ChatGPT, DALL, voilà. Donc toutes les informations qu'on lui a spécifiées ici, il s'est basé sur ça pour nous obtenir la réponse que l'on souhaitait. Donc nous, on va le guider, on va l'amener dans la direction dans laquelle finalement, il va utiliser toutes les informations qu'on a spécifiées dans un ensemble vaste d'articles qu'il a à sa disposition. Ok? La suite, donc, c'est le template pattern. Le template pattern va obliger finalement ChatGPT à produire des réponses en suivant le gabarit, donc le template que vous avez fourni. Ok, comme son nom l'indique, on lui fournit un template et il va suivre exactement ce template-là pour nous donner la réponse que l'on souhaite. Ce prompt, en fait, doit inclure des éléments contextuels. Ok, par exemple, veuillez effectuer cette tâche, je vais vous fournir un modèle pour votre réponse. Essayez de formuler la réponse en respectant le modèle que je vais indiquer. Merci de conserver la mise en forme et la structure générale du modèle que je fournis. Et donc, vous fournissez le modèle. Okay? Ça, c'est le template que vous pouvez utiliser. C'est quoi l'exemple? L'exemple parfait, c'est qu'on peut lui demander une liste d'activités de programmation. Okay? Une liste aléatoire d'activités de programmation que je peux faire aujourd'hui pour apprendre Python avec un accent sur la data science. Je vais fournir un modèle de sortie. Les domaines clés à privilégier, c'est la nettoyage des données, la visualisation et le machine learning. On lui demande d'essayer d'adapter donc la réponse au modèle que je vais te donner. Merci de respecter la mise en forme et la structure globale du modèle. Et donc, le modèle, c'est quoi? Activité, sujet, ressources, niveau de difficulté et les remarques. Ok? Donc ici, l'exemple, c'est ça. On crée une liste d'activités d'apprentissage que je peux faire aujourd'hui pour apprendre l'IA générative. Je vais fournir un modèle. Donc, c'est ça le modèle que je lui ai fourni. Activité, topic, donc sujet, ressources, difficulté, ok? Échelle de difficulté de 1 à 5 notes, voilà. Donc ça, c'est, vous voyez comment, finalement, vous pouvez donc lui fournir un template et le forcer finalement à utiliser ce template-là pour vous répondre. Donc c'est ça le template pattern. Le métalangage pattern, en fait, ici, votre prompt doit inclure des éléments contextuels fondamentaux. Notamment, un exemple, c'est quand je dis X, je veux dire Y, ou je souhaite que tu fasses Y. Ok? Vous devez remplacer X justement ici par une déclaration, un symbole, un mot, un motif. Ensuite, vous devez associer ce motif à une signification, une description, une séquence d'étapes ou une action. Okay? C'est ça le Y. Un exemple ici, c'est quand je dis variation, je veux dire donne-moi 10 variantes différentes. Donc l'exemple ici, c'est voilà. Ici, agissez en tant que chef de projet pour une équipe data science dans une entreprise technologique. Nous allons utiliser une notation spéciale, voyez, pour indiquer le déroulement d'un projet data science. Je vais te fournir cette notation et votre tâche est de donner un plan détaillé pour chaque étape du projet tel qu'identifié par la notation. Ça, c'est utile notamment lorsqu'on est dans des métiers spécifiques où il y a beaucoup d'abréviations, de sigles par exemple. Vous allez pouvoir donc lui demander finalement, lorsqu'il va voir à chaque fois ce sigle-là, c'est telle information que vous voulez, auquel vous voulez qu'il pense. Ok? Et là, ici, je demande, prenons un exemple, nom du projet, analyse de churn pour une entreprise de télécommunications, ensemble de données, voilà, base de données avec plus de 20 clients, avec des caractéristiques incluant donc le contrat, méthode de paiement, facturation sans papier, bref, toutes les informations auxquelles il a besoin ici, je le fournis. Ensuite, je lui demande finalement de pouvoir exploration des données, voilà, c'est ça. C'est ça le flux du projet, ok? Cela indique le nom du projet, les détails de l'ensemble de données, le déroulement du projet sous la forme étape 1, jour 1, étape 2, jour 2, et ainsi de suite, où étape 1 indique justement quelle étape du projet data science va être effectuée, et jour 1 indique, voilà. Ici, ce sont les éléments, les abréviations, les sigles, les notations, avec leur définition dans ce contexte spécifique, pour aider le modèle finalement à pouvoir se concentrer sur ces sigles-là, pour donner finalement la réponse adaptée à votre contexte. Ok? Donc là, si je fais contrôle-entrée, ça c'est très utile lorsqu'on est finalement dans des cas spécifiques où on a besoin finalement de pouvoir utiliser donc des abréviations spécifiques dans certains métiers. Eh bien, ce truc-là est super fondamental. On va attendre que ça s'exécute. Ça prend un peu de temps, c'est normal. Et là, vous voyez, ça a respecté exactement ce que je lui ai dit. Voilà, ça c'est le flux du projet, ce que je lui ai mis dans mon prompt.
Et ensuite, toutes les sigles que j'ai détaillées ici, en lui disant, voilà, étape 1, compréhension des affaires, 3 jours, voilà. Il m'a mis ça. Jour 1, la liste des activités à faire. Donc, et avec la définition que je lui avais donnée précédemment, en disant, écoute, à chaque fois que tu vas voir, donc, jour 1, ce que je veux dire ici, c'est ça. Voilà. Ou étape 1, c'est quelle étape du projet? Je vais spécifier. Et lorsqu'il verra également ici, donc étape 1, ce sont vraiment les étapes du projet, le déroulement. Et les détails sur l'ensemble, ce qui indique le nom sous la forme, donc étape 1, jour 1, étape 2, jour 2. Donc ici, je lui donne finalement toutes les informations avec le contexte finalement dans lequel on est, afin qu'il puisse justement me répondre de façon pertinente. Ok? Donc c'est ça le métalangage pattern, ça permet finalement de pouvoir guider le modèle. Ok? Lui inclure des éléments de contexte qui sont fondamentaux pour qu'il réponde de façon pertinente justement à la question qui lui est posée. Voilà, je voulais très rapidement vous montrer donc ces éléments-là, ces techniques de prompting qui, à mon sens, sont fondamentales justement pour avoir des réponses beaucoup plus pertinentes de votre modèle de langage LLM. Ce sont des éléments que j'utilise donc dans mon quotidien en tant qu'IA ingénieur. Et donc, je voulais vous partager cela. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez donc de ces techniques, si vous connaissez déjà certains d'entre eux. Si ce n'est pas le cas, je suis ravi donc de vous lire dans les commentaires. Quant à moi, je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour un nouveau contenu tout aussi édifiant. D'ici là, portez-vous bien. Salut!